D'accord. Avec votre permission. Et vous n'avez pas eu l'impression tout à l'heure, lorsque le parquet vous posait des questions, qu'on veut vous faire passer pour un témoin, alors que vous n'avez pas ce statut ici. Vous n'avez pas eu cette impression qu'on veut vous faire passer pour un témoin, alors que vous ne l'êtes pas devant ce tribunal? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on veut vous faire passer pour un témoin? Non. Mais vous savez que vous n'avez pas le statut de témoin à cette barre, vous le saviez? Oui, je sais. Merci. Et est-ce que vous savez qu'en droit pénal guinéen, votre action, l'action que vous avez engagée hier, est frappée de prescription? Est-ce que vous le saviez? Je vous écoute. C'est une question que je vous ai posée. Est-ce que vous savez qu'en droit pénal guinéen, votre action civile que vous avez engagée devant ce tribunal hier est frappée de prescription? Parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'est une question qui a été tranchée par le tribunal. Oui, elle a été tranchée hier, je crois. Et vous étiez là? Non, cette question n'est pas pour le moment tranchée par le tribunal, je vous l'apprends. D'accord. Elle sera tranchée par la suite. D'accord. Voilà. Parce que mon distingué confrère a donné lecture des dispositions de l'article 3. Ces dispositions sont très claires. En matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour de la commission du crime. Je m'en vais vous donner lecture de l'article 6 qui est très clair et recueillir votre avis. Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Vous savez que ces événements remontent à 2009 et nous sommes en 2023, plus d'une décennie. Qu'en pensez-vous? Oui, mais je pense que, et je reviens sur ce que j'ai dit, la question à mon avis a été tranchée hier. Si le tribunal a jugé nécessaire de m'entendre, alors que vous avez soulevé la question hier, c'est qu'elle se fonde aussi sur le droit. C'est qu'il se fonde, pardon, sur le droit. Le tribunal se fonde sur le droit, la cour se fonde sur le droit. Sinon, on ne m'aurait pas entendu. Mais est-ce que vous savez encore une fois que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette question? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, Monsieur le Président. Et croyez-vous que dans ces conditions, votre action civile est recevable? Merci beaucoup, je ne réponds pas à cette question. Merci, Monsieur Diallo. Et est-ce que vous étiez effectivement avec M. Mokhtar Ba au matin du 28 septembre 2009 jusqu'au moment où les tirs ont commencé à retentir? À certains moments, on était ensemble. On n'a pas été ensemble tout le temps, toute la journée, mais il y a eu des moments où nous étions ensemble. Vous étiez quand même ensemble à l'esplanade du stade du 28 septembre? On était ensemble lorsque le petit groupe de jeunes a été dispersé par la police et la gendarmerie au niveau de... un peu avant la pharmacie Manizé. On était ensemble. Ok. Donc vous voyez que si vous prenez la déclaration de M. Mokhtar Ba, vous l'opposez à votre déclaration, il y a des contradictions manifestes, majeures, qu'on relève. Vous avez parlé tout à l'heure d'un signe de la tête. M. Ba a indiqué qu'il s'agissait d'un signe de la main, d'un geste de la main. Vous ne voyez pas qu'il y a des contradictions à ce niveau? Alors que vous étiez au même endroit. Maître Sovogui, je vous ai dit qu'il y a des milliers de 28 septembre. J'ai raconté mon 28 septembre. Je ne raconte pas le 28 septembre d'un autre. Mais ce tribunal, est-ce que vous savez que ce tribunal a besoin des faits précis concernant le 28 septembre? Pas oui. Plusieurs voilà, versions. Non, il y a eu, mais déjà, vous avez suivi ce procès, vous couvrez vous-même ce procès. Il y a eu combien de versions que vous avez entendues ici? Plusieurs versions. Vous n'estimez pas que cela est favorable quand il y a des versions contradictoires
cela joue en faveur de nos clients. Ben, c'est tant mieux. Oui, si ça joue en faveur de vos clients, c'est tant mieux. Moi, je raconte ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu le colonel faire, c'est un geste de la tête. Vous comprenez? Oui, M. Diallo. Voilà. Un mouvement de la tête, oui. Comme je le fais là, c'est pas naturel? Non, 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 c'est pas comme vous le faites, c'est différent. Ah, c'est différent. Comment il l'a fait? Comment il l'a fait? C'est pas comme vous le faites. Comment il l'a fait? Mais je l'ai fait tout à l'heure, M. Vogui. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Mais ça, c'est naturel aussi. Probablement, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est après ça qu'il y a eu les jets, les tirs. Il s'est retiré. Voilà. Est-ce que vous confirmez, alors que ce mouvement, ce geste de la tête, n'est pas un acte univoque, c'est un acte équivoque. Ça peut donner lieu à plusieurs interprétations. Moi, je n'interprète pas les gestes. Je n'interprète pas les faits et gestes. Je rapporte les faits et gestes. Vous voyez? Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, l'interprétation, je n'interprète pas. Il y a eu un geste de la tête, il y a eu un retrait du colonel, et après, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène. Est-ce que le geste signifie tirer? Est-ce que ça veut dire je n'ai pas pu les convaincre? Je ne sais pas. C'est ça l'équivoque, justement. Non, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque. Il y a eu un geste, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'équivoque, Maître Souvogui. Très bien, M. Diallo. Est-ce que vous savez que de prétendues victimes ont été entendues par devant ce tribunal et plusieurs d'entre elles ont parlé de l'arrivée de colonel Moussa Tchebro Camara devant la pharmacie Manizé. Et tout ce qui s'est passé à cet endroit, jusqu'à ce qu'il se soit retiré pour rejoindre les leaders. Est-ce que vous savez qu'il y a des partis civils qui sont passés ici et qui ont clairement exposé cela? Mais Souvogui, je raconte ce que j'ai vécu. Encore une fois, s'il vous plaît. Je raconte ce que j'ai vécu. Je ne raconte pas le vécu d'un autre. Merci bien, M. Diallo. Merci. Est-ce que vous savez que 3 des leaders politiques, je vais citer Dr Ben Youssouf Keita par exemple, M. Baouri et M. Luceni Fall, qui ont eu des échanges avec le colonel Moussa Tchebro Camara au niveau non loin de la Fondis, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Ils ont raconté ici que tout s'est très bien déroulé. C'est dans une courtoisie absolue que l'entretien a eu lieu et le colonel s'est retiré. Maître, je demande à ce que la Cour accepte qu'on joue l'audio dans lequel le colonel s'exprime. C'est tout. Moi, j'ai l'audio ici. Hein. Je demande à la Cour d'accepter qu'on joue ça. Comme ça lève l'équivoque. Et vous-même, ça va vous aider. Le moment viendra. Il y a une étape de production et de discussion des preuves. D'accord. Voilà, dans ce procès. Dr Ben Youssouf, qui était proche du colonel ce jour-là, qui n'était pas loin de lui, a soutenu, c'est un exemple que je donne, que rien de mauvais ne s'était passé à cet endroit. Qu'en pensez-vous? À quel endroit? À proximité de la Fondis. Bon, écoutez, moi, je vous ai dit, je ne commente pas les propos de X et de Y. Dr Ben Youssouf explique son vécu. Il explique son 28 septembre. Amadou est là pour vous expliquer son 28 septembre, tel qu'il l'a vécu, tel qu'il l'a perçu, tel que les choses se sont passées. Donc, permettez-moi de ne pas commenter ce que... S'il pense que ça s'est bien passé, oui, d'accord, c'est sa perception. Mais moi, je dis, et sur la foi de ce que j'ai enregistré et que j'ai avec moi, sur la foi de ce que j'ai dit à l'époque, et qui est sourcé, je dis que les choses ne s'étaient pas bien passées là-bas. Parce que déjà, il y avait eu des gaz lacrymogènes. Est-ce que les gaz lacrymogènes signifient que les choses se sont bien passées? Non, je ne crois pas. Pour lui, pour M. Ben Youssouf, il n'y a pas eu de tir de gaz lacrymogène à ce niveau. C'est vous qui le dites, hein? Une autre question, s'il vous plaît. Au niveau de la Fondis. Tout à l'heure, vous avez indiqué, si j'ai bien noté, que M. Luceni Fall n'était pas au niveau de la Fondis. Vous le confirmez?
Non, j'ai dit, s'il était là-bas, probablement, il ne vous aurait pas dit que les choses sont bien passées. Oui, parce que quand on dit ce qu'on a dit, quand un gendarme, un militaire vous dit ce qui a été dit là-bas, un gendarme accompagné de pick-up il vous lance ce qu'il vous a lancé, et qu'il y ait des gaz lacrymogènes et que vous me disiez que X et Y ont dit que les choses sont bien passées, c'est leur perception. Mais moi, je dis que les choses ne s'étaient pas bien passées là-bas. Et je vous ai dit que j'ai des preuves. Je vous informe qu'il était présent. Il a indiqué dans son procès verbal, aussi bien dans son procès verbal qu'à l'audience ici. Je ne discute pas à mettre les procès verbaux de qui que ce soit ici. Je parle de ce que j'ai vécu. Mais est-ce que vous savez que je voudrais vous informer que les entretiens de colonel Moussa Tcheboro Camara avec les leaders et l'entretien que le colonel a eu au niveau de la pharmacie Manizé, vous savez que d'autres journalistes, vos confrères étaient présents. Vos confrères étaient présents. Vous le confirmez? Il y avait d'autres journalistes sur place. Oui, nous avons aussi ces enregistrements. Il y avait des journalistes? Oui, il y avait des journalistes. Il y avait des journalistes. Je ne vous ai jamais dit que j'étais seul là-bas. Non. Il y avait des journalistes. Ce que ces journalistes ont rapporté, parce que les informations étaient données en temps réel, en direct, sur certaines stations. Nulle part, tel que vous l'indiquez ici, ces journalistes n'ont indiqué que les échanges, par exemple, au niveau de la Fondis, tel que vous l'indiquez, des discussions étaient houleuses. Ce n'est pas une question. C'est une information. Est-ce que vous savez qu'il ne suffit pas d'affirmer que vous auriez été agressé par un élément des services spéciaux pour qu'on parvienne à la conclusion que c'est le colonel Moussa Tcheboro Camara qui en est responsable? Je ne vous ai jamais dit ici que le colonel Moussa Tcheboro m'a administré un coup. Merci. Je ne l'ai pas dit. Je pense ne l'avoir pas dit, mais celui qui m'a assommé le coup, celui qui m'a donné le coup, relevait bien, je crois, de lui. Est-ce qu'il est responsable, lui, colonel Tcheboro, parce qu'un de ces éléments m'a assommé, m'a donné un coup? Est-ce que c'est l'élément qui est responsable? Ça, c'est au tribunal d'apprécier, ce n'est pas moi, Maître Sovougui. Merci, M. Diallo. Une dernière question. Merci. Et vous revenez souvent sur l'élément sonore que vous avez avec vous. Des éléments sonores, pas un seul. Voilà, des éléments sonores, je m'excuse. Ouais. Est-ce que vous savez que même si ces éléments sont produits au débat ici, cela n'a aucun effet sur la responsabilité de colonel Moussa Tcheboro Camara devant ce tribunal criminel? Je ne suis pas ici pour engager la responsabilité du colonel. Je suis là pour dire ce que j'ai vu. Et c'est au tribunal d'apprécier le reste. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Et je prends le micro, Monsieur Ahmad Diallo, uniquement pour vous remercier. Et je suis fier de vous. Il n'y a pas de question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Si vous n'avez pas de questions, ça ne sert à rien de nous retarder avec des félicitations, des remerciements. Oui, M. Diallo, je reviens pour une seule question. Lorsque vous avez reçu des coups de la part d'un agent des services spéciaux, après les événements, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de penser venir voir le colonel pour lui dire, voici, pendant ces événements, voici ce que j'ai subi? Est-ce qu'il vous est une fois arrivé à le faire? Excusez-moi, maître, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Est-ce qu'il vous est une fois venu à l'idée de revenir voir le colonel Tcheboro pour lui dire, vos services, il y a un agent, les coups que j'ai reçus, c'est de la part d'un agent de vos services. Est-ce qu'il vous est une fois arrivé à le faire? Mais maître, je vous ai expliqué ici que
après le massacre du 28 septembre, le 29, à partir de 23h minuit... Monsieur Gallo, vous avez beaucoup parlé, excusez-moi. Est-ce que vous avez fait ça? Je n'ai pas fait. Bien. Merci bien, Monsieur le Président. Que les procureurs de la République de Guinée ont orienté au niveau de ce service-là. Est-ce que vous connaissez le nombre de plaintes? Non. C'est beaucoup? C'est innombrable. On ne peut même pas déchiffrer. Est-ce que vous connaissez le nombre de PV, les PV que vous avez déposés au niveau de ces tribunaux entre les mains des procureurs? Non. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes que vous avez déférées devant ces gens-là, au vu et au su de tout le monde? Non. La preuve en est que j'étais en train de citer beaucoup. Vous m'avez dit c'est bon. Sinon, il y en a. Qu'on dise que ce service est officieux, il faut ceci, il faut cela, alors qu'on a vu les agents sur le terrain. Vous avez déclaré à cette barre qu'à l'époque, le colonel avait formulé une demande pour la mise à disposition des gendarmes et policiers. C'était sur la base de quels critères? Quels sont les critères qui ont prévalu à cette sélection? D'abord, le premier critère, c'était la compétence. Deuxième critère, la moralité. Troisième critère, le désintéressement. Si vous luttez contre la drogue, vous n'êtes pas désintéressé de l'argent, vous ne serez jamais efficace sur le terrain. Et quand nous sommes allés, il nous a reçus, il a été très clair. Policiers comme gendarmes, celui qui est venu aux services spéciaux pour chercher de l'argent, j'invite la personne à se retirer. Il n'y a pas d'argent ici. Je ne veux pas de problème. Il faut qu'il y ait une synergie d'action entre policiers et gendarmes pour que le service puisse mieux marcher. Voilà. Est-ce que les gendarmes devaient aussi avoir la qualité d'OPJ? Les gendarmes qui devaient être mis à la disposition du service? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qui nous permettait de faire les PV et consorts. Voilà. À cet effet, est-ce que vous doutiez de l'aptitude et de la moralité de vos collaborateurs, ceux qui travaillent avec vous au niveau des services spéciaux? Non. Ils travaillent honnêtement et correctement, à la satisfaction du chef. Est-ce que, une fois qu'on met quelqu'un à la disposition, une fois qu'on vous a mis à la disposition des services spéciaux, vous cessez d'être gendarme? Non. Pourquoi? Expliquez au tribunal. Une fois mis à la disposition des services spéciaux, je prends dans le cadre de la gendarmerie, j'ai dit, premier critère, il fallait être officier de police judiciaire. Quand vous êtes officier de police judiciaire, puisqu'on avait des actes d'enquête à poser, quand vous interpellez les grands bandits, quand vous interpellez les narcotrafiquants, eh bien, on ne va pas les gérer à notre niveau, on fait le PV. Si vous n'avez pas la qualité d'officier de police judiciaire, vous ne pouvez pas faire un PV. Parce que si vous le faites, vous n'avez pas la qualité, votre PV sera entassé de nullité purement et simplement. Voilà pourquoi, d'abord, en troisième position, avant de partir, le général Baldé nous a entretenus. Vous êtes gendarme, vous resterez gendarme, affichez l'image de la gendarmerie là-bas. D'ailleurs, chaque vendredi, vous devez venir prendre consigne ici. C'est pourquoi chaque vendredi, le ministre Thébault faisait des députations. Merci, c'est suffisant, c'est suffisant. Merci. Lorsque le général Ibrahim Baldé, à l'époque des faits, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, déclare dans son procès verbal de déposition de témoins du 26 juin 2013 à la page 2, qu'il avait été retenu que s'il y avait eu manifestation, que seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre, que les autres corps devaient être casernés. Est-ce que cela signifie que les gendarmes en service, au niveau des services spéciaux, devaient aussi être casernés? Non.
Vous savez, quand on parle de casernement pendant les manifestations, on veut toujours faire allusion à l'armée. Vous avez vu dans la déposition des chefs militaires, eux tous, à tour de rôle, chacun a amorcé ce volet. Mais nous, non, ça ne nous concerne pas. On avait notre mission régalienne à faire et c'est ce qu'on faisait régulièrement. Ce n'était pas la seule manifestation ce jour-là que nous avons encadrée. Il y a eu plusieurs manifestations que nous avons encadrées. Il n'y a jamais eu de problème. Dans son propos, lorsqu'il parle des autres corps, il faisait allusion à qui, selon vous? À l'armée. À l'armée? À l'armée. Exclusivement. Terre, air, mer. Merci. Est-ce que les gendarmes en position de détachement au niveau des services spéciaux constituaient un corps à part entière? Les gendarmes qui avaient été mis à la disposition des services spéciaux, est-ce que ces gendarmes-là constituaient un corps à part entière? Non, ils étaient toujours gendarmes. Ils faisaient tout ce que le gendarme pouvait faire. À l'époque des faits, en 2009, est-ce que vous accomplissiez la mission de sécurité publique des escadrons départementaux? Affirmatif. C'est ce qu'on faisait régulièrement. Et c'est dans ça qu'on parle de la patrouille. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le contenu de cette notion de sécurité publique par rapport à la notion de maintien d'ordre? Voilà. Mais mon notion de maintien d'ordre, mes notions de sécurité publique générale sont contenues dans ce qu'on appelle la police administrative. La notion de sécurité publique générale consiste à faire la surveillance, c'est-à-dire à faire la patrouille, à sécuriser les personnes et leurs biens, à faire l'alerte, à gérer de façon objective et professionnelle les manifestations pour éviter tout débordement. Alors que la mission d'ordre public relève de la compétence des escadrons mobiles. C'est pourquoi, en accomplissant cette mission d'ordre public, il y a des matériels nécessaires qui leur sont attribués, notamment Cougar, Mamba, et puis gaz lacrymogène, ainsi de suite. Mais dans le cadre de l'exécution de la mission de sécurité publique, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de Mamba, il n'y a pas de Cougar. Et la mission d'encadrement des manifestations en se positionnant en arrière-plan pour éviter des débordements ou des casses, est-ce que cette mission n'entre pas dans le cadre de la sécurité publique? Bien sûr, ça rentre dans le cadre de la sécurité publique. Maître, ce qui me fait un peu bas, c'est que c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Ici comme ailleurs. Cela a été enseigné à plusieurs reprises. C'est à l'acte à plusieurs fois. Ailleurs comme ici. Ça n'a jamais posé de problème. La surveillance. J'ai voulu donner, la fois dernière, j'ai voulu donner des exemples. Si le tribunal me permet. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs après ça, certainement, je vais un peu enseigner. Aujourd'hui, nos commandants, nos unités territoriales des gendarmeries ne font pas réellement ce qu'elles doivent faire. À Dakar, par exemple, un commandant de compagnie de gendarmerie, dans sa surveillance, peut aller dans les différents villages qui relèvent de sa compétence. Poser des questions aux villageois, quelles sont leurs préoccupations. J'ai dit là-bas la fois dernière, vous allez voir un villageois qui va dire que notre préoccupation aujourd'hui, c'est que cette année, nos cultures n'ont pas donné parce qu'elles ont été vraiment envahies par des chenilles. Le commandant de compagnie il remonte au niveau du haut commandement. Le haut commandement saisit le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense saisit le service compétent concerné, compétent, notamment le service, le ministère de l'Agriculture et ainsi de suite. C'est comme ça.
C'est pourquoi on parle de maillage territorial de la gendarmerie nationale. Merci. On a souvent remis en cause l'opportunité des patrouilles. Qu'est-ce qui justifie vos patrouilles? Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal l'organisation réelle, du matériel des patrouilles, l'opportunité et le contrôle des patrouilles? Bien. La patrouille. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui motive le plus souvent le gendarme à faire la patrouille? Techniquement, vous allez le comprendre. Dans les écoles de gendarmerie, on vous enseigne ce qu'on appelle le ratio. Le ratio d'un gendarme. Ici, chez nous, le ratio, c'est un gendarme pour 150 à 160 habitants. C'est-à-dire que vous avez le rôle de protéger, de sécuriser 150 à 160 habitants. En France, pour 34 gendarmes, ils ont l'obligation de sécuriser 10 000. Ce qui veut dire qu'un gendarme a 295 habitants à sécuriser. Mais en sécurisant, ça devient un poids moral, une responsabilité morale. Mais en se lançant dans cette logique, on est obligé de sillonner, de voir nos populations, comment elles vivent, de relever leurs préoccupations, les zones d'ombre, les endroits suspects, que nous devons les sécuriser. C'est pourquoi j'ai dit, la présence d'un gendarme dans un lieu fait la sagesse du délinquant. Plus vous sillonnez, plus vous patrouillez, vous empêchez les bandits à opérer. À un moment donné, lorsque la patrouille était accentuée, si vous avez compris, tous les bandits se sont retranchés à Koya, d'autres sont partis à Kindia. Le 28 septembre 2009, qu'est-ce qui justifiait, en termes clairs, l'encadrement, la mission d'encadrement de la manifestation? C'était pour empêcher, qu'il y ait débordement, c'est-à-dire que pour empêcher que des loupards se détachent des manifestants pour s'attaquer aux boutiques, pour s'attaquer à des particuliers. On a toujours constaté. On l'a toujours fait. Donc, il faut faire cet encadrement-là pour empêcher que les mauvaises intentions puissent agir. Puisque quand vous êtes là-bas, ils ne peuvent pas le faire. Mais quand vous n'êtes pas là-bas, mais ils vont agir. Est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara était chargé de la planification au niveau des services spéciaux? Non. Il a un niveau très élevé. C'est comme si vous me demandez est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie procède à la planification des services, mais ça relève de la compétence de l'officier de garnison. Lui, ce n'est même pas son problème. Est-ce qu'il y a un service de garde aujourd'hui ou pas? Non. L'officier de garnison ici, son rôle chez nous là-bas, le planificateur, il connaît. Il sait que le service doit tourner 24 heures sur 24. D'autres questions? Et on affirme d'un côté que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien à faire au stade du 28 septembre, parce que vous n'étiez pas chargé de maintien d'ordre. De l'autre côté, on dit que vous aviez manqué à vos obligations. Vous avez quitté les lieux, voilà. Vous n'aviez pas accompli votre mission. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction? C'est vraiment une contradiction, maître. Est-ce que le seul fait de se rendre au stade, parce que depuis que vous êtes à la barre, on ne parle que de ça, est-ce que le seul fait de se rendre au stade est un crime? Non. Le seul fait de se rendre au stade, ce n'est pas un crime. C'est pourquoi dès le début, j'ai dit. Non, parce qu'on vous poursuit pour assassinat, meurtre. Est-ce qu'on vous a dit ici, on vous a présenté une arme, est-ce que quelqu'un a dit dans les procès-verbaux existants que vous avez tiré sur une personne? Une simple déclaration, hein? Non, simple déclaration, non. Ils ont fait beaucoup de lectures ici. Je n'ai entendu nulle part mon nom. Non. Et j'ai expliqué l'autre jour. Je pense que le tribunal m'a compris. J'ai dit, celui qui comparait là,
ne le voit pas comme ça en train de parler. Je ne suis pas comme ça. Je suis un homme taciturne. Je peux vous demander, je suis taciturne. Je poursuis. C'est quand vous me provoquez, je parle beaucoup. Je poursuis, mon colonel. Est-ce que le 28 septembre 2009, c'est le colonel Moussa Tcheboro Kamara qui était chargé du maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Non. Vous avez bien parcouru l'ordonnance de renvoi? Oui, la partie qui me concerne, j'ai parcouru. Est-ce que vous ne vous estimez pas heureux à cette barre? Oui, bon, si je me réfère à l'ordonnance de renvoi, je dirais que je suis très heureux. Je suis très à l'aise. D'abord, premièrement, je suis en face d'un tribunal compétent à qui je respecte et je vais continuer à respecter. Deuxièmement, je me sens très heureux du fait qu'aucune personne, aucune victime ne m'a dénoncé expressément. Troisième cas, je suis heureux et je comprends que le juge d'instruction avait raison de me laisser libre. Avait raison. C'est maintenant que j'ai compris. Il avait raison de me laisser libre. Dans l'ordonnance de renvoi, j'ai vu là-bas, ordonnance de placement de... Comment on appelle ça là? Non, je vous donne un seul exemple, avec la permission voilà. du tribunal. Et lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi, à la page 29, relativement au meurtre et assassinat, on dit Blaise Goumou confirme, c'est tout ce qu'on dit, hein, Blaise Goumou confirme sa présence au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Que plusieurs témoins, dont Ansoumane Kamara et Mamadou Boboba, confirment que les hommes de Moussa Tcheboro Kamara ont utilisé leurs armes contre les manifestants, faisant plusieurs morts. Est-ce qu'on parle de Blaise? On ne parle pas de moi. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'ils les juges vous ont renvoyé? Parce que ce n'est que pour ça, on vous renvoie pour assassinat, pour être jugé pour des faits d'assassinat. Oui, rien que pour ça. C'est ce que j'ai dit, maître. Même le juge d'instruction, il n'a pas pris une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. C'est ici je vois dedans, mais non. Si je vous explique ce qui s'est passé là-bas, vous allez comprendre. Lui-même, en réalité, j'ai dit ici, il a dit, allez-y, vous allez changer là-bas, mais moi, je vous connais anciennement, je ne sais pas. Un autre exemple concernant la complicité de viol et attentat à la pudeur. On dit que ces infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables, dont Moussa Dadis Kamara, Aboubakar Diakité Toumba, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Blaise Guémou, Ibrahim Kamara Di Kalonzo, Alpha Amadou Baldé et Cessé Raphaël Abba. Plusieurs parties civiles expliquent avoir vu, très bien, Aboubakar Diakité Toumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Est-ce qu'on déclare ici avoir vu M. Blaise Goumou sur les lieux de viol? Non. On vous accuse de complicité de viol. On dit complicité de viol. C'est pourquoi j'ai demandé la fois dernière au président. Mais quand on dit complicité de viol, quelle assistance? D'abord, donnez-moi le nom de la personne qui a été violée. Donnez-moi le nom de la personne qui a violé. Demandez-lui quel a été mon apport par rapport à ce cas de viol. Est-ce que j'ai apporté une assistance? Est-ce que j'ai fourni des moyens? Voilà. Et si j'ai fourni des moyens, quels sont les moyens que je les donnais? Est-ce que vous savez, en conséquence, que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal? Mais affirmatif. Affirmatif. Et vous dites que vos parents et vos proches sont libérés. Vous l'avez dit hier, sauf erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire en ces termes? Bien, c'est... Tout le problème, c'était au parquet et à la partie civile, puisque dans les différentes lectures, je n'ai entendu mon nom. Je n'ai entendu aucune charge pesant sur ma personnalité. Parce que c'était là leur souci. C'était là leur souci.
Mais quand le premier jour, le greffier a fait la lecture de l'ordonnance de renvoi, ça a créé des pros dans la tête de mes amis, de tous ceux qui me connaissaient. Mais au fur et à mesure que le procès évoluait, et même en venant me rendre visite, ils disent non, pour le moment nous sommes sereins, on n'a vu aucune personne déclarée. Et je leur dis, quand j'ai passé ce message, je dis continuons à prier, continuons à rester derrière le tribunal. Faisons confiance au tribunal. Le tribunal est en train d'examiner. Le dernier mot revient au tribunal. Le dernier mot revient au tribunal. Et là où je suis entièrement à la disposition de ce tribunal. Dans le même sillage, oui. Est-ce que vous êtes convaincu que ce parquet n'a rien contre vous? Absolument rien. Non, le parquet n'a rien contre moi. Il ne peut pas se mettre même contre moi. Au contraire, le parquet est en train de chercher, de créer. Vous n'êtes pas renvoyé ici pour non-assistance à personne en danger. C'est une hypothèse d'école, on peut en débattre. Vous n'êtes pas renvoyé pour non-assistance à personne en danger. Affirmatif. On dit que vous avez décroché, vous avez laissé une population en détresse. Mais est-ce que vous êtes là pour ça? Non. Au-delà, qu'est-ce que vous avez dit au tribunal par rapport au risque? Qu'est-ce que vous avez déclaré ici concernant le risque? Mais j'ai dit, l'officier a le flair. Je ne peux jamais, face à un risque, engager mon personnel. Je sais, en toute sincérité, ce n'est pas seulement un simple mot pour me défendre. Tout ce que je dis, j'ai toujours dit de demander aux militaires. Quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, faites beaucoup attention, appréciez le rapport de force. Des gens qui viennent mettre, ils sont armés. D'abord, sur le plan de l'armement, ils nous dépassent. Sur le plan de l'effectif, ils nous dépassent. Pas seulement au stade du 28 septembre. Même au front. Il y a ce qu'on appelle le repli tactique. Je poursuis. Et est-ce qu'il était possible le 28 septembre 2009 de trouver des grands bandits sur votre parcours et au stade du 28 septembre? Est-ce que c'était possible? Bon, notre présence certainement a été une présence dissuasive. Ça, c'est d'abord l'objectif premier. Est-ce que c'était possible? Oui, ça pouvait être possible. Voilà. Donc, quand on dit, on a critiqué ici, on parle de la notion de grand bandit. Est-ce que ce n'est pas une notion relative? Grand bandit, petit bandit, qu'est-ce que vous en dites? Grand bandit, petit bandit, c'est dans les faits qu'on peut apprécier. Voilà. C'est dans les faits. Pas dans l'inaction. C'est pas dans l'inaction, c'est dans les faits même. Est-ce qu'à cet effet, vous pouvez vous arrêter, même lorsque vous encadrez les manifestations, vous pouvez reconnaître un grand bandit ou distinguer un grand bandit d'un petit bandit? Non. C'est dans les faits. Dans les faits, quand vous interpellez quelqu'un qui a fait pickpocket, c'est-à-dire que de passage, il met sa main dans la poche de quelqu'un, il tire une pièce de monnaie, et quelqu'un qui va s'attaquer au magasin. Si vous interpellez, vous pouvez faire la part des choses. Le plus souvent, quand on interpelle les gens, si on sait que franchement, ça ne relève pas de notre compétence, on orientait ces éléments-là à Imaya. Dès que ça vient, le plus souvent, si vous faites le compte rendu à Tébro, il peut dire, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les enquêteurs, ils faisaient des notes techniques. Mais non, vous aussi, il ne faut pas transformer notre unité en brigade de gendarmerie. Envoyez ça à Imaya. Lorsqu'on affirme qu'il y avait des gendarmes au stade du 28 septembre, est-ce qu'il n'y avait que des gendarmes relevant des services spéciaux au stade du 28 septembre? Non. Les gendarmes, il y avait beaucoup de gendarmes qui relevaient de l'état-major de la gendarmerie nationale. Il n'y avait pas que les gendarmes des services spéciaux. Nous, à travers même nos habillements, on pouvait être facilement distinguables. Mais les autres gendarmes, les mobilos et consorts, ça ne relevait pas même de la compétence de choses.
de Thiebro. Ça, c'était des éléments déployés par l'état-major de la gendarmerie nationale. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre gendarmes de la mobile, gendarmes départemental, gendarmes... Ils sont tous gendarmes. Je poursuis. On allègue par ailleurs qu'il y aurait eu 2 morts par balle au quartier Bellevue. Que ce sont les agents des services spéciaux qui en seraient responsables. Vous étiez sur le terrain ce jour. Vu le nombre de manifestants, est-ce que si c'est ce qui est dit là est une réalité, est-ce que vous aurez pu continuer au stade du 28 septembre? Indemne? Non, maître. Ceux qui parlent comme ça là, ils n'ont jamais côtoyé les manifestants. Si vous tirez sur un manifestant, sur un tronçon, mais le plus souvent vous apprenez que tel ou tel véhicule est brûlé. On allait brûler notre véhicule. La réaction est spontanée. La réaction allait être spontanée. Les cailloux allaient pleuvoir. Nos véhicules allaient être caillassés avant qu'ils ne soient brûlés. La réalité du terrain n'est pas connue de tout le monde. C'est ça le problème, quoi. Ouais. On dit que le colonel Moussa Thiebro a déclaré à la commission d'enquête internationale qu'il était entré dans le stade avec seulement 2 de ses subordonnés. Un adjoint du nom de Blaise et un autre individu. Est-ce que vous croyez que si c'est le colonel Thiebro qui avait tenu un tel propos devant une commission d'enquête internationale, est-ce qu'il n'aurait pas indiqué le patronyme de ce Blaise? Mais bien sûr, il me connaît. L'homme que vous connaissez, il ne l'aurait pas fait? Il allait le faire. Moi, je ne crois même pas à ce rapport-là. Moi, je n'ai jamais parlé du contenu d'un rapport national ou international. Non, maître. C'est que, c'est-à-dire, je dis ce que je vois. Thiebro est venu ici. On l'a interrogé. Il a été peut-être même confondu à ce rapport-là. On parle dans le même rapport d'un individu qui aurait dit qu'il était avec un autre individu. Est-ce que ça le ressemble? Non. Est-ce qu'un enquêteur qui veut faire aboutir son enquête de façon impartiale et régulière, est-ce qu'il peut se contenter d'une information aussi laconique qu'incomplète? Quelqu'un vous dise, voilà, j'étais avec un adjoint du nom de Blaise, il lâche tout court, et un individu. Est-ce qu'un enquêteur un enquêteur qui veut régulièrement poser des actes, peut tenir de tels propos? Non. Est-ce que vous croyez avec moi que ce rapport est partiel et plein d'imagination et de contradictions? Mais ça c'est clair. Je confirme. Avec la permission du tribunal, je vous donne un seul exemple. À la page, lorsque vous prenez le dit rapport, à la page 50, paragraphe 237. Paragraphe 237. La commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Thiebro, ainsi que de celle de des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du stade. Ce qui place cette unité au centre de l'attaque organisée et coordonnée contre des manifestants civils. Le commandant et ministre Thiebro était au stade tôt le matin et pendant tous les événements. Tôt le matin et pendant tous les événements. Il était l'officier le plus gradé sur le terrain. Selon le témoignage d'un policier, c'est lui qui a donné l'ordre à la CMIS de dégager la voie publique. Des barrages installés et les manifestants faisant
qu'il ne quitte pas les lieux. Le fait, bon je continue, le fait qu'il se soit personnellement adressé aux manifestants et ait essayé d'empêcher les leaders politiques d'entrer dans le stade a semblé indiquer qu'il était en définitive en charge de l'opération. Le commandant Tcheboro a déclaré à la commission qu'il était entré dans le stade avec seulement 2 de ses subordonnés, comme je viens de le dire tout à l'heure. Vous voyez, il est indiqué qu'il était là. Lorsque vous poursuivez la lecture, vous découvrirez ce qui est encore plus catastrophique. Qu'il était là toute la journée. C'est-à-dire que pendant tout le temps qu'a duré la manifestation ou le carnage. Mais vous avez écouté le colonel ici. Il a été très clair. Son PV est également assez illustratif. Il est venu, il a essayé de sensibiliser et il est reparti. C'est après qu'il a entendu des tirs et est revenu. Comment on peut estimer à travers des déclarations sans aucun fondement qu'il était là tout le temps? Vous ne croyez pas que c'est un rapport confus? Vraiment, c'est pourquoi je dis que moi, ce rapport-là même, je ne sais pas à quelle période il a été établi, quels sont les éléments qui l'ont établi. Je ne connais rien, je ne peux rien dire de ça. Est-ce que vous croyez qu'un tribunal aussi respectueux peut s'appuyer sur des énonciations comme ça d'un rapport de ce genre pour prendre une décision? Non, tout le monde va être éclairé de la décision du tribunal. En tout cas, encore une fois, je fais confiance. Je fais confiance à ce tribunal, en toute sincérité. Et lorsque le commandant Toumba est arrivé avec ces éléments, vous dites que vous aviez décroché. Parce qu'il y avait des risques pour vous-même et pour vos agents. Ou quelles sont les raisons qui vous ont fait quitter? Affirmatif, affirmatif. On dit que vous n'avez rien fait. Ces gendarmes et policiers qui étaient mobilisés ce jour-là, pour la circonstance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gendarmes et policiers qui étaient sur le terrain, qui étaient mobilisés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Parce que les témoignages que j'ai entendus ici, je n'ai pas vu leur activité par rapport à ça. Est-ce que vous savez ce que le général Baldé a déclaré à cet effet? Lorsque vous parcourez son PV d'audition à la page 4, avec la permission du tribunal, pour dire ce qui avait été préparé ce jour-là. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Ces personnes étaient déployées. Qu'est-ce que ces personnes-là ont fait? Où sont ces personnes? Elles n'ont rien fait. Après on dit, pourquoi 6 éléments non armés n'ont pas empêché à ce que Toumba et ses hommes rentrent au stade? 150, 160, ça fait presque 300. 150 mobiles avec leur équipement. Par rapport aux équipements, vous savez ce qu'il a dit? 6 éléments qui vont faire quoi que ce soit. Il dit, je précise qu'à l'époque des faits, à la page 3, nous n'avions que 2 pick-up par escadron mobile et un pick-up par escadron départemental. Des moyens avaient été mobilisés pour cela. Je poursuis. Est-ce que, la question est revenue plusieurs fois,
est-ce que c'est le colonel Tchebro qui vous a instruit d'aller au stade? J'ai dit non, non et non. Et j'ai expliqué pourquoi on est sorti. C'est des missions régaliennes. Non. Il ne m'a pas dit, ce n'est pas lui qui a désigné les gens d'aller au stade. On s'est rappelé. D'autres questions? Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut demander des documents liés à cette planification depuis 2009? Non. Pourquoi? Depuis 2009, jusque maintenant, nous sommes à 13 ans. 13 années d'enquête. Et ils n'ont pas demandé à ce que les documents nécessaires que le tribunal aura besoin d'exploiter pour faire asseoir la vérité, ce n'est pas maintenant là. Ce n'est pas maintenant là. Est-ce qu'il vous appartenait alors, à partir du moment où vous êtes allé en fonction, au stade, en fonction de la planification, est-ce qu'il vous appartenait de rendre compte au ministre ou à celui-là qui a planifié? Non. Je devais rendre compte à ma hiérarchie. J'ai expliqué. L'armée, c'est comme ça. On dit la discipline, c'est la force principale des forces armées. Sans la discipline, il n'y a pas d'armée. Sans la discipline, c'est du tohu-bohu dans l'armée. Et les conséquences sont inestimables. D'autres questions? Vous ne voyez pas qu'on essaye de rabaisser les institutions, un ministre, hein? Vraiment, c'est un peu compliqué. Est-ce que, par ailleurs, on dit, bon, il fallait appeler un tel. Est-ce que vous étiez obligé d'appeler le chef d'état-major de la gendarmerie nationale? C'était votre travail? Non. Je ne relevais même pas de lui. Mais vous avez même appris ici que le général Ibrahim Baldé était au stade. Ici, ça a été dit ici. J'ai appris. Et l'âge Bafoué était au stade. Affirmatif. Vous l'avez appris ici, non? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le talki fonctionnait. Voilà. Tout le monde était connecté au réseau là. Il n'y a pas un chef militaire qui n'était pas informé ce jour-là. Par voie de talki. Même pas les événements du 28 septembre. S'il y a une manifestation, tout le monde est connecté au talki. Tous les chefs, à la minute près, ils sont informés en cas de cas. Par ailleurs, pour toujours dénigrer votre service, est-ce qu'il n'était pas normal d'avoir des violons? C'était pas normal et irrégulier d'avoir des violons au niveau de votre service, en tant qu'enquêteur. Mais ça, c'est clair. C'est du quotidien. Même aujourd'hui, que les gens visitent les unités de gendarmerie, les unités de police, s'il n'y a pas de violon là-bas. Mais s'il n'y a pas de violon là-bas, on sera toujours en difficulté avec les procureurs. Vous avez vu, ils sont allés plus loin. Ils disent que vous avez entendu que des conteneurs avaient été érigés en violon. Est-ce que ça, c'est vrai? Non. Vous ne trouvez pas qu'il s'agit d'un acharnement? Oui, ils ont fouillé un peu partout, ils n'ont rien trouvé. Donc il faut qu'ils trouvent quelque chose, coûte que coûte, pour confondre Blaise aux faits. Mais moi, je suis très serein. Je fais confiance au tribunal, je fais confiance à Dieu. Si M. Mouktar Diallo dit avoir vu Toumba au niveau de la pelouse, vous dites l'avoir vu à l'esplanade, en train de tirer, est-ce que ça c'est le même endroit pour créer la confusion? Ce n'est pas le même endroit. Est-ce que cela veut dire que vous étiez à l'intérieur, dans la cour du stade? Non. On ne pouvait même pas les suivre. Je poursuis. Le colonel Tchebro était-il avec vous en ce moment, au moment où vous avez vu Toumba entrer? Est-ce que le colonel était avec vous? Non. Parce qu'on essaye de créer la confusion à ce niveau. Non, j'ai expliqué et réexpliqué. Le colonel Tchebro n'était plus là. N'était plus là avec nous. Est-ce que vous connaissiez sa destination? Quand il a quitté les partis, non, je savais même, je ne connaissais pas là où il était maintenant à présent. Est-ce que vous avez entendu des tirs
pendant que le colonel sensibilisait les jeunes manifestants, parce qu'il y en a qui ont dit qu'il y a eu des tirs, hein, du côté de la pharmacie Manizé, est-ce qu'il y a eu, vous avez entendu des tirs, vous? Maître, oui. Depuis hier, mes amis connaissent, il y a l'hémorroïde qui me menace, ça commence à changer. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, depuis hier, il y a l'hémorroïde qui me menaçait, ça commence à changer. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais que vous nous aidez à renvoyer à lundi. Je veux aller prendre mes produits, franchement. Dites-le simplement, comme vous avez l'habitude de le dire. Donc on va se limiter là aujourd'hui.